8h15 sur CNews, l'invité de Laurence Ferrari ce matin, c'est Michel Barnier, candidat LR à la présidentielle. Bonjour Michel Barnier. Bonjour, merci pour votre invitation. Et bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la sécurité qui est parmi les principales préoccupations des Français. 82% d'entre eux pensent que ce sera un thème central dans la présidentielle à venir. Hier à Lyon, des policiers ont été pris pour cible par des tirs de trafiquants de drogue dans le quartier de la Duchère. Il n'y a heureusement pas eu de blessés, mais le RAID a dû intervenir pour ramener le cadre. Est-ce que, encore une fois, c'est ça, la France de 2021, c'est une France orange mécanique? Oui, c'est la principale préoccupation et c'est le principal échec du quinquennat. Bien sûr, j'exprime ma solidarité avec ces policiers de la Duchère, comme d'ailleurs avec tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique et qui sont attaqués. Il y a une volonté de tuer, il y a une volonté d'agresser, il y a une sauvagerie absolument insupportable dans notre société. On le voit à la Duchère, mais on l'a vu avec un professeur qui est décapité en pleine rue, avec un prêtre qui est assassiné, avec des agressions contre des élus, des sapeurs-pompiers. Ça suffit. Il faut un électrochoc de sécurité dans notre pays. Et d'autorité. Et remettre de l'ordre. C'est pas moi d'ailleurs qui le dis. J'entendais l'ancien Premier ministre de M. Macron, Édouard Philippe, dire ça l'autre jour au Havre. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes et remettre de l'ordre dans la rue. C'est lui qui le dit. Et en même temps, il dit qu'il faut garder le même président. Moi, je pense qu'il faut changer de président et remettre de l'ordre dans les comptes, dans la rue et ailleurs. Et donc cet électrochoc, il doit être absolument impératif au début du prochain quinquennat. Par quoi il passe? Quelles sont vos propositions ? Il passe par une loi programme justice et police. Il passe par la création d'une police municipale dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants où elle n'existe pas, mais armée. Hier, j'étais à Meaux, Laurence Ferrari, et j'ai passé l'après-midi avec Jean-François Copé à voir comment c'est possible, à quoi la politique sert, et montrer que la politique sert à quelque chose quand il y a une volonté locale accompagnée par l'État. Voilà, à Meaux, une rénovation urbaine incroyable qui a été faite par beaucoup d'énergie et sur plusieurs années. On a détruit 16 tours de 15 étages qui n'étaient plus vivables, où il y avait des trafics comme à la Duchère, et on a reconstruit des immeubles en location d'accession à la propriété. Et il y a une police municipale avec laquelle j'ai discuté. Il y a 180 personnes qui travaillent courageusement, soutenues par la municipalité de Jean-François Copé, et l'ordre est rétabli. Il y a aussi de la vidéosurveillance partout pour surveiller les attroupements et toutes les incivilités ou les agressions, et ça marche. Donc c'est possible. Et donc c'est ça que nous voudrions faire partout, en même temps qu'il faut renforcer la réponse pénale. Il faut qu'il y ait une sanction dès le premier délit, que les sanctions soient effectuées et que les reconduites à la frontière de personnes étrangères, la double peine doit être effectuée. J'ai pas de problème avec ça, parce que c'est le préalable pour retrouver de la sérénité dans notre pays et de la sécurité. Un mot des rodéos urbains, on en parle tous les jours. Hier, c'était un élu qui était agressé. Là, c'est une voiture qui a été retournée à Arras. La réponse pénale tarde à suivre. Les policiers ont des consignes assez strictes qui les empêchent quasiment d'intervenir pendant le rodéo sauvage. Est-ce que vous proposez quelque chose de plus clair ? Ce que j'ai vu hier, à Meaux, toujours, parce qu'il faut voir les choses concrètement, c'est une capacité, grâce à la vidéosurveillance, d'intervenir immédiatement avec des policiers municipaux en nombre et qui travaillent en bonne intelligence avec la police d'État, la police nationale, d'intervenir immédiatement, d'éviter les regroupements et ce genre de manifestations ou de rodéo. Donc c'est possible, mais il faut des effectifs et donc un soutien matériel et en poste, aussi bien d'ailleurs pour la police, la gendarmerie, que pour la justice. On va créer, si je suis élu président de la République, 250 postes de juges et de greffiers par an supplémentaires. Il faut que la réponse judiciaire soit implacable et rapide, et c'est ce que nous ferons avec ces 3 programmes. À terme, vous voulez combien de magistrats ? J'ai dit 250 magistrats et postes supplémentaires par an pendant le quinquennat. Aujourd'hui, il y en a 9000, ce n'est pas suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que... Et puis, il n'y a pas que les magistrats, il y a toute l'administration, la préparation des jugements. Il faut donc augmenter les postes et faire en sorte que, grâce à ces postes, la justice soit plus rapide, mais aussi que les sanctions soient effectuées, qu'on n'accumule pas les sursis, qu'on exécute les peines, qu'on renvoie dans leur pays des gens qui n'ont plus rien à faire chez nous. Alors, à propos de l'immigration, vous proposez donc un moratoire dans un premier temps, 3 ou 4 ans, c'est ça ? De moratoire. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, le temps de remettre à plat tout ce qui ne fonctionne pas. La politique d'immigration ne fonctionne pas en France. Et donc, c'est au détriment de l'unité de notre pays, de la sérénité de notre pays, et en même temps au détriment des personnes qui viennent chez nous et qui sont mal accueillies, parfois même, on le voit en Méditerranée, de manière indigne et dangereuse. Donc, je voudrais qu'on recrée les conditions d'un consensus sur cette question. Remettre à plat toutes les procédures, l'attribution de titres de séjour qui sont détournés ou abusés, les expulsions qui ne sont pas effectuées. Prendre ce temps-là aussi
avec la protection par un référendum de notre Constitution qui ne comporte pas grand-chose sur l'immigration, prendre le temps pendant ce temps-là, au-delà de ce qu'on fera chez nous, pour remettre à plat, stopper certaines procédures, de discuter avec nos voisins, nos pays européens, où ça ne fonctionne pas non plus. Il n'y a pas de politique européenne. Vous savez que c'est une compétence partagée entre Bruxelles et l'Union européenne. Ça ne fonctionne pas, et nous, ça ne fonctionne pas non plus. Quand quelque chose ne fonctionne pas, même si ça doit faire crier un certain nombre d'européistes, je dis qu'il faut changer les choses. Vous n'êtes pas un européiste ? Non, moi je ne suis pas fédéraliste, je ne suis pas européiste BA, je suis un Européen convaincu mais lucide. Et il se trouve que j'ai, par rapport à beaucoup d'autres, passé 5 ans à m'occuper des Anglais et du Brexit. Et donc je veux dire que le Brexit, ce n'est pas un petit événement, il a des raisons. Il faut comprendre pourquoi il y a eu ce vote et en tirer les leçons. Et ceux qui me disent il n'y a rien à changer à Bruxelles, ils n'ont rien compris. Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'autres Brexit. Donc, je voudrais qu'on tire les leçons dans ce domaine et dans d'autres domaines de la politique et changer à Bruxelles ce qui doit être changé. Au bout de ces 3 à 5 ans de moratoire qui exclut, je crois, les étudiants, c'est bien cela, et les demandeurs d'asile. On ne va pas arrêter pendant les prochaines années d'accueillir des étudiants, mais à condition que ce soit de vrais étudiants, ni de porter une protection à des gens qui le méritent. Donc, on fera les choses de manière humaniste, humaine et rigoureuse. Mais nous devons remettre à plat toutes ces procédures qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, donner un coup d'arrêt. C'est ça le moratoire. Il y aura aussi une réforme constitutionnelle pour donner la protection dont nous avons besoin par rapport à toute une jurisprudence européenne ou nationale qui s'est accumulée parce qu'il n'y a rien dans notre Constitution sur l'immigration. Il n'y a pas grand-chose dans les traités européens non plus. Un exemple très concret. Vendredi, un Bangladais de 26 ans a été arrêté alors qu'il brandissait 2 couteaux devant l'Office français de l'immigration. On lui avait refusé un logement. Il est débouté du droit d'asile, il a fait appel, donc il est toujours détenteur d'un titre de demandeur d'asile. Il a été relaxé partiellement des faits de menace de mort, condamné à 3 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec lui ? Il est expulsé. Il doit immédiatement. Il a un appel en cours. Oui, il doit être expulsé. Il faudra changer ce qui doit être dans la loi pour pouvoir expulser. Et c'est précisément ce cas de jurisprudence nationale, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, parfois la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, qui se prononce dans une jurisprudence qui est toujours favorable aux étrangers. Donc il faut qu'on puisse se protéger. Quand il y a des gens dangereux, comme cet individu, il faut qu'il soit expulsé. Même s'il a une procédure en cours juridique. Il faut limiter les procédures et procéder à des expulsions de tous ceux qui commettent des actes, et notamment des personnes dangereuses. Quid de l'immigration illégale ? Parce que là, on parlait de l'immigration légale. Vous voulez faire un moratoire sur l'immigration légale pour tous ceux qui entrent sur notre sol de façon illégale. Non, je parlais de l'immigration légale. Elle doit être contrôlée, choisie, et ça sera l'objet du référendum en particulier que nous organisons au mois de septembre, qui donnera au Parlement la capacité de se prononcer chaque année sur des quotas, comme dans d'autres pays, d'émigrés que nous voulons accueillir chez nous. Les problèmes que je visent aussi à encadrer l'immigration illégale. Et donc il y a là aussi l'obligation de stopper un certain nombre de flux et de dire que le monde entier n'est pas le bienvenu chez nous en France, même si nous avons le devoir de protéger un certain nombre de gens. Comment vous assurer que votre bouclier constitutionnel va bien fonctionner et va bien permettre à la loi nationale d'être souveraine par rapport à la loi européenne ? Il s'agit encore une fois, pendant 3 à 5 ans, de nous protéger de cette jurisprudence qui s'est accumulée, de pouvoir, par exemple, mieux encadrer le regroupement familial, de le limiter avec des obligations de revenus supplémentaires, l'obligation de parler le français, de pouvoir expulser des gens, vous l'avez cité un exemple qu'on ne peut pas expulser aujourd'hui et qui devrait l'être, qui aurait dû l'être, qui n'ont rien à faire chez nous, et pendant ces 3 à 5 ans, de créer une dynamique pour négocier au niveau européen une vraie politique d'immigration européenne. Et au-delà de l'Europe aussi, avec les pays qui nous fournissent évidemment, les immigrés ? Ce temps de moratoire, il vaut sur 3 sujets. Chez nous, mettre de l'ordre, stopper, réviser certaines politiques. Au niveau européen, de construire une vraie politique d'immigration, d'asile et de visa, de contrôler de manière rigoureuse nos frontières, qu'on sache précisément, avec tous les matériels électroniques nécessaires, qui rentre en Europe comme aux États-Unis. On sait qui rentre aux États-Unis. Et puis négocier avec les pays d'Afrique ou d'émigration, notamment la question de la réadmission, dans le cadre d'un contrat, parce que ces pays, nous les aidons, et il faut les aider à développer leur propre avenir, leur propre économie. Mais ils doivent aussi réciproquement nous aider et récupérer leurs citoyens quand ils ne sont plus les bienvenus chez nous. L'autre grande préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. La semaine dernière, Jean Castex a annoncé une aide de 100 € pour 38 millions de Français.
Français, c'est mieux que rien ou c'est trop peu? C'est utile, mais tous ces chèques qu'on distribue comme ça la veille des élections, les Français ne sont pas dupes. Ce chèque de 100 €, il est le bienvenu pour ceux qui le toucheront. Ça sera très compliqué. C'est un peu la conjonction de la bureaucratie avec le souci électoral à la veille des élections. Et encore une fois, ça ne trompe personne. Moi, j'aurais préféré une mesure plus simple, plus structurelle, de baisser des charges et de baisser les impôts. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ce chèque? On va, avec les impôts des Français, payer un chèque qui va permettre de payer des taxes sur l'essence ou sur l'énergie. Donc je pense qu'il aurait été plus logique, plus simple, par exemple, de supprimer la TVA que nous payons sur l'électricité et le gaz, les taxes sur les taxes. Et donc voilà une mesure qui aurait pu être prise comme l'effacement de la dernière hausse de 12,5% sur le gaz. Et quand vous faites pour combler le manque à gagner pour l'État, en baissant les taxes? Encore une fois, c'est une question logique. Bien sûr, c'est un effort de l'État. C'est un effort pour alléger la charge qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Mais voilà, je pense qu'il aurait été plus logique et moins bureaucratique de faire une baisse ciblée des impôts et des taxes qui pèsent sur l'énergie. Et puis, au-delà d'une mesure défensive, Laurence Ferrari, il faut avoir des mesures offensives sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie. Par exemple, nous avons une énergie électrique qui est moins chère. Pourquoi? Grâce au nucléaire. Et voilà 5 ans que le pouvoir actuel a une sorte de nucléaire honteux qui n'ose pas, sous la pression d'un certain nombre d'écologistes. Je pense qu'il faut dire, et je le dis, qu'on va relancer la filière nucléaire avec les précautions nécessaires. Je ne suis pas partisan du tout nucléaire, mais nous devons maintenir et préserver notre capacité souveraine de production d'énergie nucléaire qui fait que l'électricité chez nous est moins chère qu'ailleurs et que nous avons cette souveraineté. Et les mini-réacteurs annoncés par Emmanuel Macron ne sont pas suffisants pour vous? Si, il faut au moins faire ça. Il y a 6 réacteurs à construire. Il y a peut-être des réacteurs qu'il ne faut pas fermer. Il faut relancer le programme Astrid. C'est toutes ces mesures que dans les tergiversations des 4 dernières années, le pouvoir a laissé passer. Et je pense qu'on a perdu du temps. Ce quinquennat, quelque part, dans beaucoup d'occasions, même si on voit des rattrapages ou des mesures annoncées comme ça la veille des élections, c'est un peu le quinquennat des occasions manquées, je trouve. Cette primaire qui s'annonce avec ce congrès et ce vote des militants 4 et 5 décembre, est-ce que vous le redoutez? Est-ce que vous avez peur des boules puantes? Il y en a quelques-unes qui sont sorties déjà dans la campagne. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est la ligne que l'on défend. Je sais bien ce qu'est une campagne électorale, je ne vais pas me laisser impressionner. En tout cas, moi, je suis très touché par la confiance des militants, des adhérents. Tous les jours, hier à Meaux, il y a quelques jours, j'étais dans d'autres régions, à l'Est et à Grenoble. Les gens sont très solidaires. Il y a un mouvement qui se crée sur la candidature que je présente, qui est celle de la fidélité, qui est celle aussi de la crédibilité. Donc j'ai envie de poursuivre ce mouvement et je pense que je suis capable d'obtenir la confiance des adhérents le premier tour ou le deuxième tour éventuel de ce congrès. Ce sont les militants qui vont choisir. Ce ne sont pas les sondages. Qu'est-ce qui vous différencie des autres concurrents? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, qui ont un parcours tous sont des personnalités que je connais bien. On a souvent été dans les mêmes gouvernements et tous auront un rôle à jouer parce qu'on aura besoin de créer une équipe de France. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être le chef d'une équipe. Pas de travailler solitairement, comme on l'a vu d'ailleurs depuis 5 ans avec le président sortant. Qu'est-ce qui me différencie? J'ai pas envie de me différencier. On voit bien que nous avons des personnalités différentes. Et puis des parcours différents. En ce qui me concerne, j'ai une expérience très longue d'élu local en Savoie, avec de grands et de plus petits projets. J'ai été 4 fois ministre de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. Et puis j'ai cette expérience européenne qui est absolument indispensable quand on veut diriger notre pays. Voilà. Mais j'ai envie aussi de dire que je vais travailler de manière plus collective. Rien n'oblige dans les institutions de la Ve République le président à travailler de manière aussi solitaire et quelquefois arrogante, comme on l'a vu depuis 5 ans. Le phénomène Éric Zemmour, est-ce qu'il est un phénomène passager pour vous, momentané, ou est-ce qu'il est amené à s'inscrire durablement dans le paysage politique français? C'est pas moi de le dire. Je ne sais pas s'il sera candidat. Pour l'instant, nous avons là un éditorialiste, polémiste, écrivain qui fait... Ça fait peu de doute qu'il sera candidat. Qui fait la promotion de son livre. Donc je ne vais pas participer à la promotion de son livre. Ce qui m'importe, c'est de répondre aux problèmes des Français. Comme je l'ai fait avec vous sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Nous avons beaucoup de propositions que nous développerons, les Républicains développeront à l'occasion de ce congrès et après, pendant la campagne présidentielle, pour répondre aux problèmes des Français. C'est ça qui est le plus important. Marine Le Pen est aujourd'hui en Hongrie aux côtés de Viktor Orban. C'est une surprise pour vous? Pas une surprise, une tentative? Oui, tout le monde essaye de s'afficher. Moi, je connais bien Viktor Orban. Il m'a même soutenu en 2014 lorsque j'étais candidat à la présidence de la Commission européenne. Il faut écouter ce qu'il
qu'il dit, notamment sur l'identité nationale. Il y a parfois des remarques qu'il faut mieux prendre en compte et pas être arrogant avec lui. Mais je trouve que tous ceux qui s'affichent avec lui ne le connaissent pas bien. On voit d'ailleurs qu'il y a quelquefois des dérives qui ne sont pas acceptables. Orban déroule le tapis rouge aux Chinois ou à M. Erdogan. Donc je trouve un peu surprenant qu'on s'affiche avec lui, enfin, le parti de Mme Le Pen, alors même que ce parti a combattu durement l'élargissement de l'Union européenne quand la Hongrie voulait entrer dans l'Union européenne. Un mot de l'Europe, justement. Vous voulez une mutualisation des nations, ça veut dire quoi concrètement? Non, la mutualisation, c'est le contraire du fédéralisme. Mutualiser, les agriculteurs qui m'écoutent savent bien, c'est un mot qu'ils connaissent bien, ça consiste à respecter les identités. Et on se met ensemble, on mutualise certaines de nos politiques pour être plus forts, simplement pour être respectés par les Chinois ou par les Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour que la France soit sous-traitante et sous influence des Chinois et des Américains. Donc, la mutualisation que j'ai évoquée, c'est qu'on respecte les nations, on respecte l'identité nationale, la culture, notre langue, qui n'est pas seulement la langue des Français, qui est une langue parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. On respecte l'identité de chaque nation, mais on travaille ensemble, on mutualise. C'est le contraire du fédéralisme. Merci beaucoup, Michel Barnier, d'être venu ce matin.